Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle thématique aussi. Comme je vous l'avais promis, nous sommes mardi et aujourd'hui nous allons faire une vidéo haul. Voilà, qu'est-ce qu'un haul? C'est à peu près tout ce que j'ai cumulé et acheté en fait ces 3-6 derniers mois. Ou très récemment, comme j'ai encore des choses qui sont arrivées hier. Donc je vais vous partager mes lectures, mes achats de cartes, donc oracle et tarot du moment. Et je vais vous partager certaines lectures qui sont liées en fait aux 3 pans que je compte développer ici, c'est-à-dire la philothérapie, le côté éducatif et pédagogique et le côté spirituel. Donc voilà, je vais commencer tout de suite, je pense par une thématique un peu à part, qui est un mélange entre éducation et pédagogie, qui sont 2 livres. Le premier étant celui-ci, Les 9 marches, de Daniel Meroy et Anne Givaudan, qui ont déjà écrit pas mal de livres, et qui allient spiritualité et certaines thématiques, notamment la grossesse. Et les 9 marches ne sont pas sans rappeler en fait les 9 mois de grossesse. Qu'est-ce qui se passe en fait à la création du futur humain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe en intra-utérine, comment l'âme peut-elle s'incarner en fait dans ce corps-là. Et du coup vous avez une sorte de dialogue, une histoire à suivre où ça mêle en fait tous les protagonistes de l'histoire, la maman, le fœtus, c'est en fait les pensées qu'il peut y avoir et aussi comment ça peut se passer spirituellement, comment les âmes viennent dans le corps. Donc voilà, faut un peu oublier tout ce qu'on peut penser de la grossesse ou les idées reçues qu'on peut avoir dessus, parce que c'est pas du tout un dialogue conventionnel. Voilà. Donc ce livre il fait à peu près, que je vous dise pas de bêtises, 218 pages. Voilà. Il est plutôt facile à lire, mais en même temps il faut être un peu détaché de ce qu'on connaît déjà pour pouvoir le lire tranquillement. Moi, il m'arrive de relire certains passages, voilà, pour mieux comprendre, mieux saisir en fait ce dont on voulait parler dedans. Donc c'était le premier livre. Le deuxième que je vais vous présenter, et pas des moindres, parce que je trouve que c'est celui qui me correspond le mieux, en tout cas dans cette deuxième grossesse, c'est Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse de Sophie Gage-Mettet. J'ai adoré l'illustration d'ailleurs. Qui va vous parler pareil de la période intra-utérine, mais par contre qui va donner beaucoup plus de conseils à la future maman et en fait comment pouvoir communiquer avec son enfant tout le long de la grossesse, comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Je le conseille en fait pour à peu près toutes les futures mamans. C'est un joli cadeau de grossesse, je trouve. Et voilà. Donc à lire. Et donc vous allez avoir des conseils pratiques, des témoignages dedans, que vous allez pouvoir suivre petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi avoir la part du père dedans. Le père dans la grossesse, en fait, le vécu, l'expérience, le retour qu'il y a dessus, comment le père prend sa place aussi. En fait, ça questionne beaucoup la place de la mère, du futur enfant et du père. Donc je trouve ça très très intéressant. Et après, vous allez avoir certains aspects de la médecine douce, notamment de la grossesse. Par exemple, l'hypnonatal, c'est-à-dire l'hypnose quand on a des femmes enceintes. J'ai moi-même expérimenté déjà quelques consultations dans ce domaine-là pour ressortir en fait tout ce qui est à l'intérieur. Parce que quand vous êtes en grossesse, en période de grossesse, vous avez pas mal de doutes. Il y a pas mal de peurs qui ressurgissent, et notamment des choses liées à l'enfance ou à des choses difficiles, des traumas, des blessures passées, qui peuvent ressortir à ce moment-là, parce que forcément vous vivez toutes les émotions à 100%. Et il y a pas mal de médecines maintenant qui vous accompagnent en fait à pouvoir soit vous réénergétiser, parce que c'est pas forcément évident. Donc d'où l'acupuncture par exemple, ou l'hypnose pour aller vraiment chercher au plus profond, vraiment le moi intérieur, pour pouvoir en fait régler. Enfin,
pas comme ça que je l'exprimerai, mais plutôt trouver des solutions qui font que vous pouvez avancer sereinement et ne plus avoir ces angoisses. Je pense que c'est un travail qui vient en parallèle d'une préparation à l'accouchement, par exemple, qui se fait vraiment en même temps et qui permet d'allier le corps, l'esprit et la suite et de se préparer mentalement et physiquement. Voilà. Donc je répète, Sophie Getch mettait « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse ». Voilà. Donc ça c'était les 2 lectures concernant la grossesse. J'en ai pas des tonnes, j'ai un autre petit livre mais que je vous conseille pas forcément parce que vous pouvez en trouver plein, qui est un livre de recettes pour femmes enceintes. Il se trouve que j'en ai pas vraiment besoin, touchant du bois, parce que je n'ai pas pris beaucoup de poids pour l'instant. Mais on ne sait jamais, si je suis en panne d'idées et que je vais être sûre de pouvoir manger à ma faim, j'ai toujours un petit livre de recettes à portée de main. Je vous le montre comme ça. C'est celui-ci. Donc recettes et menus pour la femme enceinte d'un diététicien nutritionniste, Cédric Ménard, et donc il propose en fait à chaque fois toutes les catégories d'aliments et de pouvoir ensuite piocher des recettes, soufflé de carottes, gratin de courgettes et tout. C'est assez classique, hein, vous pouvez les retrouver par exemple sur marmiton.fr, hein. Mais ça permet d'avoir un peu plus d'idées quand on est en panne, quoi. Donc je referme le côté grossesse. Je vais attaquer tout de suite par 3 autres pans. Donc il y a un livre que je viens de recevoir très récemment, puisque je l'ai reçu hier soir, que je tiens énormément à lire pour ses témoignages, qui s'appelle Philothérapie, d'un philothérapeute, ce qui est assez connu en France, qui s'appelle Nathaël Masselot. Et en fait, dedans, il va compiler des thématiques qu'il peut aborder pendant une consultation avec les personnes, et surtout comment il mène ses entretiens, comment il mène ses consultations, ses séances pour aider en fait la personne qui vient le consulter. C'est-à-dire que pour moi la philothérapie, c'est vraiment cet entretien par rapport à une question existentielle qui est devenue un mode de vie chez la personne, et des fois ça crée des blocages en fait où la personne n'arrive plus à avancer, à prendre du recul en fait sur ce qui se passe dans sa vie et n'arrive plus à avancer. Donc c'est pas tellement le côté psychothérapeutique, enfin psychologique je dirais plutôt, c'est vraiment le côté vous avez forgé une conviction, une idée qui vous a mené jusqu'à un certain stade, et ensuite vous vous êtes retrouvé ébranlé parce qu'il y a une situation X ou Y, ou que vous êtes arrivé au bout en fait un peu de ce processus là, et donc la personne, le philothérapeute, va être amené à poser ces questions là par le biais de la philosophie, de lecture, de conseils, d'exercices. Voilà, c'est d'où le fait qu'il y ait plusieurs séances lors d'une thérapie. Et donc c'est tout ce que explique ce livre, qui est très bien, comment on dit ça, qui est très bien inexpliqué, parce que vous avez la thématique, par exemple ici vous avez la thématique numéro 5 qui est l'addiction, et vous avez une page noire automatiquement qui vous explique les thèmes qui sont abordés: addiction, désir, manque, plaisir, satisfaction personnelle, les auteurs sollicités, donc les auteurs philosophiques, Platon, Descartes, Spinoza et Mill, et le nombre de séances qui sont consacrées en fait à cette problématique. Et à chaque fois, donc ça va, vous allez répondre à une question que se pose en fait généralement celui qui vient consulter, la réponse qui va avec, comment est mené l'entretien thérapeutique, et finalement quelles sont les solutions. Et vous avez à chaque fois, là, vous décrivez 5 séances, donc la première, la deuxième séance, jusqu'à la 5e. Voilà, ça permet de montrer un fonctionnement, une manière de faire, de pouvoir avoir plusieurs témoignages, parce que je pense que chaque philothérapeute existant n'ont pas du tout les mêmes méthodes et les mêmes références, mais ça permet de plus se rendre compte de ce qui se passe autour de cette profession, qui est encore assez rare aujourd'hui. Mais je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Donc philothérapie,
Je trouve que c'est abordable pour n'importe quelle personne, hein. Pas besoin d'un bac+5 pour lire ça. C'est abordable pour n'importe qui à lire. Vraiment, et ça se lit très facilement parce qu'en plus, c'est fait de manière, vous voyez, c'est des petits paragraphes, c'est pas des longs pavés et il n'y a pas des références et des références de textes avec plein de choses que vous ne comprendriez pas forcément. Ça va pas vulgariser non plus, mais en tout cas, ça va le mettre dans le contexte de la thérapie. Donc c'est pas un cours de philosophie classique. Voilà. Donc je vous le recommande chaleureusement en fait à lire si vous êtes un jour intéressé par ce type de thérapie. Ensuite, je vais vous parler d'autre chose, un livre qui m'avait touché il y a quelques mois, que j'avais acheté, parce que j'avais fini par tomber dessus et qu'il m'avait intrigué par sa couverture, qui est lui dans un domaine tout autre, qui est un ancien domaine d'études pour moi, qui a encore un peu d'actualité, mais sur lesquels c'est une problématique qui m'intéresse. Donc je vous le présente. L'entreprise responsable et vivante, donner du sens au travail avec la RSE, voilà, qui a été conçu et imprimé en France, éco-conçu puisque ce sont des encres qui respectent tout le système écologique. Voilà. Et donc dedans vous allez trouver des témoignages. La RSE, j'en parle aussi ce matin dans mon entretien. Ça a fait partie de mes études et ça fait encore partie un peu de mon quotidien dans mon travail salarié. Puisque je suis encore sur ce type de problématique. Et dedans vous avez en fait comment concevoir la RSE. Donc, la RSE, pour vous dire, c'est responsabilité sociale des entreprises. Donc vous avez 3 tomes, l'économie, l'environnement et le social dedans. Et ces 3 pans de la RSE ont une volonté de se projeter sur le durable, sur la durée. Donc pour ça, il faut revoir tout le fonctionnement qui est à la base, comment on crée ces modifications, comment on apprend à communiquer avec son équipe, comment on met en place l'égalité des chances, la mixité, les projets humanitaires en fait derrière aussi certaines organisations, ou simplement dans la manière en fait de produire quelque chose de manière responsable. Voilà, c'est toutes les problématiques en fait qu'aborde ce petit livre qui est pardon, qui est assez complet, puisque vous avez aussi des interviews de personnes, et c'est très récent puisque ce livre est sorti l'année dernière en 2020. J'y ai retrouvé notamment l'entreprise pour laquelle je travaille, et vous avez tout type d'entreprise, vous avez des startups, vous avez des entrepreneurs, vous avez des grosses entreprises aussi, et chacune a sa définition de la RSE. Et je pense que c'est toujours éclairant en fait d'avoir ce type de curiosité, puisque depuis 2-3 ans, réellement, on en entend beaucoup plus parler. Donc voilà, c'était le petit livre du jour. Dans un troisième axe, et pas des moindres, celui que je défends aussi dans cette chaîne, celui est par rapport aux apprentissages, et notamment de l'éducation, du système éducatif, que nous on connaît en France, le plus classique. Et donc j'avais pris ces 2 livres dans la perspective de pouvoir un peu me retrouver dans les enseignements qui sont faits à titre personnel pour ma fille et autres, pour voir comment ça allait évoluer. Donc j'ai trouvé les plus récents qui sont sur les programmes 2020-2021. Qu'apprend-on à l'école maternelle, avec une préface de Blanquer, du Premier ministre. Voilà. Et en fait, dedans, c'est assez simple. Vous avez tous les apprentissages par catégorie. Vous expliquez à quoi ça consiste, quels sont les buts et à quels résultats on essaye d'obtenir à la fin. Parce qu'il faut le savoir, maintenant, la maternelle étant obligatoire, il y a aussi un programme qui a été institué depuis peu. Et donc, du coup, je voulais voir à quoi ça allait ressembler. Qu'est-ce qu'on appelait programme en maternelle. Et voilà.
Donc ça c'est le côté maternel. Et ça c'est CP-CM2, donc élémentaire, primaire. C'est la suite quoi. Pour voir ce que ça donne sur ces deux niveaux. C'est ceux qui m'intéressent le plus parce que dans mes ateliers philosophiques, je veux toucher notamment un public jeune de la maternelle jusqu'en primaire, voire collège. Et pour ça, il faut que je comprenne tout simplement comment ça marche, comment ça peut être fait. Donc je m'adapte en fait aux apprentissages que les enfants ont par niveau pour pouvoir adapter mes ateliers. Donc voilà les deux bouquins, pourquoi je les ai pris. Donc c'est des livres qui sont à disposition, il le dit, c'est un livret de référence indispensable pour tous les parents, comme un guide. Je regarde si on a un auteur. Non, ils n'ont pas mis d'auteur, ils ont juste mis Jean-Michel Blanquer pour les programmes. Bon voilà, je pense que ça doit être une redite un peu de ce qu'on trouve sur le site du gouvernement et de l'éducation nationale. Voilà. Ensuite, et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre eux, enfin beaucoup d'entre vous, c'est la partie spiritualité. J'ai acheté il y a plus d'un an, je crois, un an, un livre qui m'avait beaucoup plu, sur lequel j'ai tombé un peu par hasard pendant que j'étais en train de faire des achats de livres, qui est Witch Please. Et déjà j'ai adoré en fait l'esthétique du livre, qui est vraiment magnifique. Et on appelle ça le grimoire de sorcellerie moderne en fait, qui a été édité par une actrice, pas une actrice, qu'est-ce que je raconte, par Jack Parker, qui est pas un garçon mais bien une fille, qui en fait dans son parcours a grandi en fait avec ces rites-là, qui a grandi avec les rites dits de sorcière, mais c'est pas sorcière au sens faire n'importe quel rituel à n'importe quelle fin. Et donc elle partage un peu dedans en fait ses secrets sur ses pratiques, et elle va revenir notamment sur certaines notions de ce qu'on appelle encore aujourd'hui sorcellerie moderne. Donc les sabbats qui en fait viennent compléter les saisons et quelques dates qu'on peut connaître sous d'autres appellations. Et vous allez avoir des petits rituels, pas des choses très très dangereuses. Vous allez avoir les phases de la lune, expliquer à quoi elles correspondent, comment elles agissent sur le moral. Là, de l'autre côté, vous allez avoir les pleines lunes. Et en fait, vous avez tout un abécédaire dedans. Les plantes, un peu d'arboristerie, on va dire, de ce que ça produit sur le corps. Et tout ça par catégorie. Et après quelques pratiques, voilà, va expliquer les différentes pratiques dites magiques entre guillemets, de la cartomancie au tarot, au pendule, les chiffres aussi, la numérologie. Et puis après elle va rentrer dans le début de certaines notions comme la création de rituels, de sigils. Sigil, c'est ces bougies, on fixe une intention dedans. Donc voilà, je ne me considère pas sorcière, mais ça m'intéresse toujours de savoir un peu à quoi ça s'en réfère. Donc j'ai toujours quelques références par rapport à ce type de pratique. Voilà. Et ensuite, j'ai deux autres livres qui vont un peu un autre livre qui va un peu de pair avec le premier, que j'ai acheté très très récemment par contre, mes petits rituels de sorcière, des enchantements, des rituels de soins, des sortilèges lunaires et solaires à faire selon certaines périodes de l'année. Pareil, c'est à peu près la même thématique, mais par contre le livre est très descriptif en images. Les images sont vraiment très très belles. Un peu de lithothérapie, des amulettes, tout ça. Alors moi je le lis plus que je ne le pratique. Voilà. J'aime bien lire certaines choses. Parce que finalement, malgré le côté un peu spirituel de la chose, on y croit ou on n'y croit pas, il y a aussi des bases, en fait, des bases que nos grands-mères devaient avoir et qui sortent complètement de la sorcellerie. Quand on parle d'herboristerie, pouvoir soigner des mâles quotidiens par le pouvoir des plantes,
il n'y a pas vraiment de magie là-dedans. Et c'était un savoir ancestral qu'on passait de génération en génération jusqu'à ce qu'on en arrive au début du XXe siècle et qu'on se dise qu'il y avait peut-être autre chose aussi à développer. Et on a un peu eu tendance à oublier au fil du siècle, du XXe siècle, toutes ces pratiques-là qui reviennent un petit peu par vague de temps en temps maintenant. Et il y a beaucoup de ça là-dedans. Et moi, je suis très fan des cristaux, des pierres que j'ai depuis un certain moment. Et voilà, j'aime bien savoir à quoi elles servent, comment je peux en prendre soin. Ce qu'on appelle des rituels de purification. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs manières. Ça dépend de la pierre, de ce qu'elle peut subir ou pas comme changement. Il y a des pierres qui se plongent dans l'eau, il y en a d'autres qui ne se plongent pas dans l'eau, où il faut purifier par des encens, des choses dans ce type-là. Donc c'est plus des aides de protection ou pour essayer de travailler certains aspects de la personnalité. Ça va aussi avec le développement personnel de la personne. Donc voilà, il y a toujours certaines choses à apprendre que moi j'ai pas appris forcément. Ça parle aussi d'huile essentielle par exemple, comment faire des petites recettes d'huile essentielle pour certaines choses. J'utilise de plus en plus d'huile essentielle, alors en ce moment un peu moins vu que je suis enceinte, mais voilà, j'apprends toujours plein de choses. Il y a des choses un peu de l'aromathérapie, vous voyez, pour un bain, pour apprendre à se relaxer. Vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hein, c'est des choses simples, c'est des choses que vous retrouverez presque même chez Aromazone, hein, que vous faire vous-même. Il y a ce côté do it yourself aussi dans ces rituels-là. Ça vous donne aussi des recettes de tisane, de thé. Donc voilà, revenir un peu à la nature et faire les choses par soi-même, je pense que ça peut aider. Et puis, il y a forcément certaines choses un peu plus spirituelles. Et ça, j'ai envie de dire, vous pouvez le lire, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Comme je ne me considère pas sorcière, je ne peux pas vous dire la véracité de certaines recettes. Je pense que vous pouvez trouver dans YouTube des personnes qui vont vous expliquer tout ça mieux en détail, ce qu'il y a de bon à prendre et ce qu'il y a de moins bon. Donc, mais en tout cas, c'est pas moi qui va pouvoir vous dire voilà, ça c'est vraiment fidèle à, ça l'est beaucoup moins. Non. Mais par contre, j'ai la curiosité quand même d'aller de temps en temps jeter un œil sur à quoi ça correspond. Donc ce livre, il est de Cyriden Greenleaf. Voilà. Pas très cher non plus. Plutôt très joli esthétiquement. Donc voici. Et le dernier livre sur la thématique, mais pas de la sorcellerie, ça sera sur ma pratique même, la cartomancie, et notamment un livre, toujours très esthétique, sur le tarot. Voilà, dans les éditions Albin Michel, qui est un outil de réflexion écrit par Stephen Bright, qui a beaucoup d'expérience dans la taromancie. Donc il y a cartomancie, ceux qui font les oracles et les tarots, et la taromancie, ceux qui ne font exclusivement que le tarot. Et moi je l'avais déjà précisé, je pense, dans des échanges, excusez-moi, précédents. Je ne suis pas spécialiste en tarot. Bien sûr que j'arrive à discerner des cartes au fur et à mesure d'en faire, mais d'un jeu à l'autre de tarot, on peut avoir vraiment des difficultés à pouvoir les appréhender ou à les assembler, à pouvoir faire une interprétation avec des cartes assemblées, certains coups de maître, je dirais, dans les interprétations. Donc d'où le fait que je me suis pris ce livre qui a l'air très intéressant, qui vous explique les arcanes majeures, les 22 cartes majeures, arcanes majeures, et les arcanes mineures. Donc arcane majeur, ça va être l'empereur, le battleur, voilà, toutes les grosses figures du tarot. Et puis après vous avez les arcanes mineurs, les épées, les coupes et tout ça. Et donc tout ça est expliqué dans ce livre que je n'ai pas encore lu, que je vais bien sûr m'empresser de lire. Et vous avez du coup les techniques
de certaines techniques de tirage. Tirage croix celte, je sais plus ce que j'ai trouvé aussi. Tirage d'une carte, 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes. Tirage de la croix celtique, voilà. Et en fait, ou les 12 maisons aussi. C'est-à-dire celui qui fait un tirage annuel et qui regarde en fait sur toutes les 12 maisons que compose notre signe en astrologie et en cartomancie. Donc il fait une analyse plus profonde que moi je fais, mais que je mets beaucoup de temps encore à faire. Ça me demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, je pense apprendre pas mal de choses. Et en bonus, vous avez un petit poster que moi je me suis empressée déjà d'accrocher avec les arcanes majeures. Voilà, et qui vous donne une petite phrase de rappel à quoi ça correspond. Donc je le lirai, je ferai peut-être un retour si vraiment je le trouve efficace. Et du coup, l'un ne va pas sans l'autre, puisqu'on va finir par les 4 oracles, enfin 3 oracles et un tarot. Donc pour le tarot que j'ai pris et que j'ai pas encore ouvert, vous voyez, il y a encore le plastique ici. J'ai pris le tarot Black and Gold édition, Londres 1909, 70 à Cannes, avec les instructions, écrit en anglais, de Lo Scarabeo, Torino, Turin. Voilà, il a l'air magnifique ce tarot, et je suis très pressée de l'utiliser. Vous avez en fait des illustrations un peu à l'ancienne. Voilà, avec les principales cartes que vous retrouvez dans un tarot. Donc en fait c'est avec celui-ci que je compte pouvoir expérimenter ce livre, et je trouve qu'ils vont tous les deux très bien ensemble. Voilà, donc je ferai un retour quand je l'aurai utilisé, que je l'aurai beaucoup pratiqué. Donc à mon avis pas avant 6 mois, 1 an, le temps que je me l'approprie. Voilà. Bien sûr, j'ai d'autres tarots chez moi, mais par exemple, je vais vous montrer un exemple assez bête d'un tarot qui, par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'y faire, et pourtant que je trouve esthétiquement génial. Et c'est aussi le tout premier que j'ai acheté, qui est le tarot de Nicoletta Secoli, avec une esthétique en fait qui me rappelait une BD que j'avais acheté bien plus jeune, sur l'histoire d'une petite fille du 19e qui meurt soudainement en laissant son âme errer à l'endroit où elle est morte. Une sorte d'enquête 19e romantique, un peu sombre, un peu glauque. Je sais pas si j'ai le livre, si je peux vous le montrer. Non. Pardon. J'ai pas le livre là où je peux vous montrer cette BD, mais elle était vraiment magnifique. Et donc voilà, ça ressemblait en fait à ces illustrations là. Voici. Donc c'est bien un tarot, hein. Vous voyez que c'est complètement différent. Vous allez retrouver le nom de la carte, à quoi ça correspond, mais je pense que s'il n'y avait pas ce nom-là, vous ne retrouveriez pas forcément à quoi ça correspond dans un tarot classique, puisque les illustrations sont complètement différentes. Voilà, donc très joli. Moi au départ je l'utilisais plus comme un oracle, et puis après j'ai commencé à travailler les cartes. C'est venu petit à petit. Voilà, et à chaque fois j'étais obligée de me référer en fait au tarot classique, avec les symboliques classiques, le soleil, l'emprunt, machin, pour essayer de comprendre en fait la carte, l'image, par rapport à ce qu'elle signifiait dans un tarot classique. Bref, donc très joli, mais difficile à décrypter. Voilà, assez difficile, pas facile en compréhension, mais que j'aime beaucoup bien sûr, et que je garde. Donc voilà, je suis amenée à retravailler plus régulièrement les tarots. Ensuite on va passer, je ne l'ai pas encore déballé, je veux pas encore le sortir, ce nouveau tarot.
j'ai besoin de m'acclimater encore un peu à cet objet de toute beauté. Puis après, bien sûr, je purifierai en fait mes jeux, ce que je fais à chaque fois. Et donc, j'essaye déjà de l'appréhender, de le faire entrer dans ma collection avant de pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer du coup 2 oracles. Je parlais la semaine dernière dans mes énergies des artisans de lumière. Et je savais depuis un certain temps qu'il y avait un oracle par rapport à cette thématique-là qu'on appelle l'oracle, la voix des artisans de lumière. Voilà, celui-ci. Pareil, je ne l'ai pas encore ouvert. J'aime beaucoup le ressenti en tout cas de ce qu'il dégage au premier abord sur sa couverture. Donc voilà, il y a 44 cartes qui sont toutes illustrées et qui vont permettre en fait de faire une sorte de travail sur soi, sur son intuition, de se connecter à son intuition. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même pas mal pour le praticien. Voilà. Pour activer des cartes de confirmation, pour des réponses, ou qui aident à faire écho avec votre âme. Aussi de la part d'auto-guérison. Donc moi je trouve que c'est vraiment l'oracle fait pour les personnes qui l'utilisent en tant que praticien. Je pense que ça peut aussi être un oracle bien sûr pour vos consultations, mais d'abord déjà pour la personne qui le possède. Donc je vous redirai ça aussi s'il m'a convenu, je pense qu'il n'y aura pas de problème en fait. Je pense qu'il arrive à un bon moment parce que ça fait 3-4 ans que je le vois. Il y a beaucoup de tarots que je n'ai pas dans ma collection, qui arriveront peut-être sûrement plus tard parce que ça ne correspond pas à ce que je suis actuellement. Donc voilà. Je vais pouvoir le ranger là. Et le dernier, et c'est le plus grand de ma collection, et pourtant j'en ai déjà un certain nombre. Alors, c'est pas un oracle, c'est pas forcément un tarot. C'est un outil de développement personnel, je trouve, qui s'appelle Métamorphose d'Anne Guesquier. 84 pour déployer vos ailes et libérer votre potentiel. Pareil, je pense que c'est plus du développement personnel. Et donc, par curiosité, je l'ai prise parce que je pense qu'il peut correspondre à ma période, puisque moi je suis dans une période de gros changements, d'où de métamorphose, d'où le titre évocateur. Et je me suis dit que ça allait pouvoir m'aider au quotidien. Pareil, je reviendrai vers vous pour ce type de coffret.